Salut les devins, c'est Saikyo. J'apporte un suivi direct aujourd'hui à ma vidéo sortie le 1er mars 2024 dédiée à Boruto To Blue Vortex s'intitulant « Pourquoi Boruto n'utilise pas Momoshiki et le Kama ?» dans Boruto To Blue Vortex. Tout naturellement, je m'exprimerai au sein de la vidéo du jour comme si la précédente était connue de chacun de vous, sinon je me répéterai sans cesse, rendant à la fois obsolète la précédente vidéo et terriblement redondante celle d'aujourd'hui. On va donc essayer d'avancer. Je vous mets le lien en description, en fiche, en commentaire épinglé, elle sera trouvable absolument partout de la vidéo qui précède. J'ai mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, j'espère qu'elle saura vous séduire si elle n'a pas encore été visionnée. Un énorme merci en tout cas à ceux qui l'ont déjà fait. Vous avez été nombreux à me faire part de vos idées très développées dans la zone commentaire dédiée. C'était vraiment stimulant de vous y lire et de vous y répondre. Et c'est au gré de ces échanges avec par exemple Faisal ou encore Beauty Night Club qu'a pu germer encore plus profondément ces ramifications à la vidéo précédente. À savoir que j'y détaillé avec beaucoup de nuances que je vous invite à nouveau à prendre en considération le fait que d'une manière ou d'une autre, Boruto serait restreint vis-à-vis de son utilisation du Kama actuellement, à l'instant T dans Boruto To Blue Vortex, qu'il a pourtant déjà été mis à défaut par des ennemis, comme l'alliance des Shinju, Matsuri, Hidari, Dura, Bug, mais qu'il a été préférable aussi bien pour lui et surtout pour son sensei Kashin Koji, de battre en retraite plutôt que d'y aller full power, alors que ce Sokama était très régulièrement utilisé par Boruto plus jeune, aussi bien en version manga qu'animé par ailleurs. Au-delà de cette fameuse raison que l'on a cherché tous ensemble durant cette vidéo précédente, j'aimerais amener le débat encore plus loin vis-à-vis du fait que nous avons tous remarqué lors du premier chapitre ou premier épisode, à votre convenance, de Boruto, lors de cette fameuse confrontation entre le fils de Naruto et Kawaki relativement âgé, eh bien que les deux étaient en possession de leur Sokama et qu'ils l'utilisaient. Rien de bien surprenant du côté de Kawaki. Il peut toujours l'utiliser sans qu'il n'y ait de contrepartie. En tout cas, pas au combat, parce que dans le fond, il y a quand même Amado qui lui tourne autour, telle une abeille cherchant à butiner le plus reluisant des arbres fruitiers. Amado voulant donc ramener sa fille à la vie via le Kama de Kawaki. Là est la problématique par rapport à cette arme qu'il possède. Je parle d'armes en citant les propos d'Amado, car ce Kama, bien que rempli des pouvoirs de Ishiki, qu'il confère à Kawaki jusqu'à même pouvoir sceller Naruto dans la fameuse dimension, il est absolument dénué de toute forme d'âme de Ishiki qui s'est évaporée devant les yeux de tout le monde, et même de la clairvoyante Ada. Du côté de Boruto, c'est une autre limonade. Personne ne souhaite utiliser son Kama de désespéré destin, mais il y en a un qui peut reprendre le contrôle sur le corps de Boruto et mettre au placard son esprit, c'est Momoshiki Otsutsuki. Alors comment se fait-il que lorsque Boruto est jeune, il utilise pleinement à répétition le Kama, lorsqu'il est un petit peu plus âgé, dès le flashback d'il y a 2 ans, au moment où Sasuke a été scellé dans l'arbre Shinju devenant Hidari, jusqu'à l'époque actuelle de Boruto To Blue Vortex, qu'il ne l'utilise pas, même lorsque la situation devient très tendue. On remarque également qu'il est beaucoup moins dépendant de ce pouvoir-là, ayant appris d'autres techniques, telles que le Rasengan ou Zuiko. Au cœur de ma vidéo précédente, j'avais même été jusqu'à émettre l'idée d'une forme de saut apposé au Kama et ou à Momoshiki, d'une manière relativement détournée par Kashin Koji, afin de permettre à Boruto d'évoluer plus librement. Libre certes, mais moins performant au combat, devant profiter de sa propre génétique indépendante de Momoshiki Otsutsuki, de son entraînement avec Sasuke, avec le clone de Jiraiya et de tout ce qui pourrait nous échapper à ce jour car n'ayant pas été révélé dans l'œuvre. Tout ça pour réutiliser comme par magie le Kama lors de la, a priori, hypothétique confrontation finale, en tout cas confrontation au sommet d'une Konoha détruite face à Kawaki. Eh bien, parfois, mes très chers devins, il ne faut pas trop se prendre la tête. À ce sujet, les exemples sont très nombreux, mais rappelons-nous des centaines, et encore je pèse mes mots, de théories qui planaient concernant l'identité de Tobi. On avait tous imaginé Obito, mais on avait à peu près tous une autre théorie que l'on préférait à celle-ci. C'est pourtant de toute évidence la plus simple de tout le lot, réellement la plus primaire parmi toutes, qui est devenue réalité. Sous le masque orangé se cachait l'ami d'enfance de Kakashi. Concernant Boruto, si je tente de simplifier la logique des choses, je me dis que la réponse nous est déjà fournie. Nous avons sous nos yeux un autre personnage dont l'ADN est majoritairement recomposé en tant qu'Otsutsuki, possédant un Kama, l'utilisant autant de fois qu'il le souhaite, sans aucune contrepartie majeure,
et c'est Kawaki. J'ai également cité volontairement au préalable ce qui démarque les deux kamas de ces deux jeunes. L'un peut être représenté comme une arme, possédant l'intégralité de l'arsenal de Ishiki, au détail majeur près de ne pas contenir son âme, tandis que Boruto, lui, a le gros lot, les pouvoirs mais ainsi que l'âme du parasite. Utiliser sa force revient à le laisser prendre du terrain. Ce qui m'amène alors à distinguer 3 phases dans la vie de Boruto. Celle où il était jeune et utilisait ce Sokama de toutes les manières possibles. Phase entre gros guillemets de l'insouciance. Bien que conscient de tous les enjeux, bien que tous n'étaient pas encore révélés à l'époque, Boruto et Kawaki y allaient un petit peu en mode YOLO et activaient le Kama à volonté. Vient ensuite la période durant laquelle Boruto gagne en maturité mais aussi et surtout en érudition, notamment de par les maîtres qui vont l'entourer, l'alerter sur la situation actuelle, d'autant plus que Boruto a des échanges très directs avec Momoshiki et on ne peut pas dire que ce dernier a manqué de clarté. Il lui a dit que le moment venu, même si le Kama est stoppé dans sa réécriture, il ne se gênera pas à prendre le dessus sur Boruto. Boruto étant parfaitement averti, il va tout faire pour limiter, voire stopper complètement l'utilisation du Kama. Dès la deuxième phase de sa vie, après l'insouciance, vient la prudence. Troisième phase, celle de la libération, lorsque Boruto peut utiliser librement son Sokama en étant allégé de toute contrainte, pouvant s'adonner à un combat a priori ultime face à Kawaki, un combat à pleine puissance, sans que Boruto, plus âgé sur le moment, ne soit menacé par son Kama. Et ça fait sens. Si l'on se trouve plus ou moins à la fin de l'œuvre, lorsque l'on rejoindra le premier chapitre et épisode, l'auteur n'a plus vraiment besoin, voire plus du tout besoin de trouver de failles à son héros. La transposition serait toute trouvée, c'est comme comparer ce combat Boruto-Kawaki à celui de Naruto et Sasuke post 4ème Grande Guerre Ninja, qui prenait vraiment des allures cosmiques. La fameuse arlésienne de Itachi, rappelant sans cesse que toute technique a ses failles, etc., n'a plus vraiment lieu d'être au sein d'un scénario à ce moment. On appuie sur le champignon, on y va à fond et se passera ce qui se passera. C'est d'ailleurs pour cela que les nerfs assez évidents de Naruto et Sasuke dans Boruto To Blue Vortex frustrent beaucoup de monde, car on les réintègre au sein d'un récit qui doit se tenir sur 2 jambes, qui doit être périn et viable sur le long terme, et c'est extrêmement difficile de le faire, voire même impossible, en étant sans limite, comme l'était la fin de Shippuden. Ce renouveau a marqué la réintégration de l'imitation scénaristique. Mais pour en arriver là, pour pouvoir se lâcher à fond, il y a bien une cause. Un changement donc majeur vis-à-vis de l'Otsutsuki au cœur du Kama, voire même sa disparition. Une fois de plus, l'exemple tout tracé est celui de Kawaki, et donc Momoshiki est peut-être encore là, mais serait devenu ami avec Boruto. Ça reste difficilement envisageable comparé à Kurama, c'est pas du tout la même chose. Momoshiki peut lui prêter ses pouvoirs, à la façon d'un Freezer avec Goku lors du tournoi du pouvoir. Mais la situation n'a pas l'air de le mériter. C'est cette histoire entre 2 frères qui se clôture et pas forcément le sort de la planète, de l'univers ou de je ne sais quoi. Momoshiki peut être également contraint, obligé de les fournir, Boruto ayant tellement évolué qu'il ferait payer son loyer à Momoshiki, et il n'aurait pas son mot à dire. Dans le fond, bien que ça puisse se produire temporairement dans l'œuvre, je trouve qu'à la longue ça serait quand même étrange. Ce qui me semble alors le plus clair, net, simple, c'est que Boruto à ce stade-là est évolué par rapport à aujourd'hui et se soit débarrassé complètement de Momoshiki. Avec l'aide de qui ou de quoi, c'est bien difficile à concrétiser aujourd'hui, mais il a pu en venir à bout, conserver le Kama sous forme d'arme, une arme sans âme, vidée de Otsutsuki, exactement comme celui de Kawaki, aidé de Amado ou non, allez savoir, mais c'est véritablement ce qui me semble être le plus propice à cette situation. Et puis, en matière d'ambiance générale, on comprend bien qu'il va falloir se débarrasser de Code, des Shinju, qui vont très probablement nous laisser une forte marque émotionnelle et philosophique, je pense, mais aussi de Momoshiki. À un moment ou à un autre, ça va devenir redondant, il n'a pas forcément vocation à devenir pote avec l'équipe de Boruto comme Kyuubi a pu le faire. Au bout d'un moment, c'est bon, il va falloir lâcher ça et avancer dans le récit. En sachant que le point culminant à cela, et Boruto l'a réitéré, c'est la confrontation entre les 2 frères. L'opposition de leur détermination, de leur nindo, si tel existe encore à ce moment-là, à minima du côté de Boruto, oui, vu qu'il se considère toujours comme un ninja. Probablement la thématique du sauvetage de Naruto s'il n'est pas décédé d'ici là. D'autres enjeux sont aussi envisageables, comme par exemple vis-à-vis de Himawari. Avec tout ça en fin d'œuvre, difficile d'avoir encore une intrigue
tournant autour de Momoshiki. Toutes les bonnes choses ont une fin, c'est un petit peu comme Orochimaru, qui fait partie pour moi du top de tous les méchants, tout manga confondu, et même s'il n'est pas mort, son heure de gloire en tant que grand méchant digne de cette définition-là a connu certains marqueurs forts. Je pense à Sasuke qui s'en est débarrassé dans le repère, à son retour et au fait qu'il soit scellé par l'épée de Totsuka d'Itachi. Il y a clairement un avant et un après concernant Orochimaru. Je pense que ce sera encore plus radical par rapport à Momoshiki. Il n'a aucune raison d'être et de persister dans ce monde ninja. Il est loin d'avoir une part de pureté, contrairement à Kaguya en son temps, qui était largement plus noble et digne humainement parlant que Momoshiki. Probablement que d'autres Otsutsuki nous seront présentés. La thématique de Shibai, petit à petit au cœur du scénario, l'importance de Momoshiki semble à ce jour s'éroder à mes yeux lorsque je me projette. Évidemment, les auteurs ont plein droit de me donner tort, ce serait même intéressant et stimulant de voir le contraire être développé. Dans tous les cas, et quels que soient les choix, j'espère qu'ils seront maîtrisés avec brio. Pouvoir de nouveau vous lire à ces sujets en zone commentaire, tout comme sur la première vidéo, je viendrai vous répondre, vous lire avec un plaisir absolument immense. Merci vraiment pour tout. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications, likez, commentez, partagez, merci vraiment de nouveau. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.